On est le jeudi 9 octobre. Bienvenue en prenant votre café. Je vous parle aujourd'hui. Je vous parle d'huile de tournesol. Ben oui, j'ai le droit. C'est à moi le show. Carney Trump, on va jaser de ça. Est-ce qu'il y a de l'agisme pour les plus que 45 ans? Les chauffeurs Inc. sur nos routes. Hein? Le café en canette, ça a l'air qu'il y a un groupe qui est le premier à mettre du café en canette. Ils me font rire, eux autres. C'était le même groupe. Je vais vous parler de ça tantôt. Montréal est une ville de riches. Ouais. La maison Lavande, quelle tristesse, les deux sœurs quittent le navire. Qu'est-ce que Nvidia qui veut se rapprocher de Musk, Coca-Cola, des petites canettes. Quoi d'autre? Hey, on s'en va le 9 octobre 1972. Il s'est passé quoi, vous pensez? Je parlais de ça. Si vous voulez être riche, vous devez commencer à 18 ans. C'est long. Faut mettre les bons pitons. On va fermer ça. Je vais commencer avec un graphique. J'ai le droit parce que j'ai fait un statut sur Facebook qui n'a pas pogné et j'étais fier. J'ai dit, moi, vous en parler ici. Pourquoi pas? Je vous parle de l'huile de tournesol. Là, on fait de l'huile de tournesol chez nous et l'huile de tournesol, haute teneur oléique versus l'huile d'olive. Et ceux qui ne le voient pas, le point de fumée de l'huile de tournesol oléique comme on a est plus élevé que l'huile d'olive. Et les gras moyens saturés, les bons gras, sont plus élevés dans l'huile comme la nôtre. La vitamine E aussi, le goût neutre, meilleur encore. Et tout ça est pressé à froid ici. Je tenais à vous le dire. J'ai fait ce graphique-là, j'ai pris du temps pour le faire. Et finalement, ça a intéressé personne sur Facebook. Il m'a leur prendre ici. J'ai des produits à vendre. Je veux vous avoir avec de l'huile de tournesol dans votre cuisine. On la vend pas cher et elle est bonne. Donc, voilà, le message est passé. Je mets le lien là. Vous faites ce que vous voulez par la suite. Mais je trouve ça le fun que il y a une industrie qui est en train de naître ici. Et est-ce qu'on va être 100% autonome un jour? Je pense pas. Je pense pas. Mais parce que je ne suis pas le seul. Il y en a un paquet d'autres qui en font aussi. Là. Voilà. Et d'ailleurs, ils vont former une association, les huiles du Québec. Et j'ai décidé de ne pas me joindre à eux, pas parce que ça ne me tente pas. Non, c'est parce que ça ne me tente pas, tout simplement. Je crois à la cause, qu'ils veulent faire du marketing ensemble, mais j'ai pas le temps d'aller m'asseoir puis voir des plans, je suis plus capable. Je veux juste faire mes affaires à mon goût, à ma façon. Et je suis pas égoïste. Tant mieux si je vais préférer que vous choisissiez les miennes. Mais si vous en achetez un autre puis vous goûtez, puis on n'achète pas d'huile d'olive d'ailleurs, pourquoi pas? Hein? Je vais continuer à acheter de l'huile d'olive, mais seulement très haut de gamme pour mettre avec notre vinaigre balsamique. Quoique l'huile de tournesol fait la job aussi, mais quand même. Hein? Voilà. Hey, Carney Trump, un vent d'optimisme. Il y a un momentum qui s'est créé. Écoute, ils ont peut-être ri ensemble, ils ont peut-être fait les hypocrites, tout le monde avec des gros rires gras. Là. Il est tough! OK. Si vous n'avez pas compris que c'est des rires hypocrites de part et d'autre, là. Des rires pour s'amadouer. La veille que Carney arrive là, l'autre il a imposé des tarifs de 25% sur les camions supplémentaires. La veille. Pensez qu'il y a un momentum? 200 milliards de dollars sont rentrés dans les coffres de l'État grâce aux frais de douane aux États-Unis. Le marché va bien et l'inflation est sous contrôle. Malheureusement, à court terme, Trump a raison. Il est gagnant là-dedans. C'est plate à dire, là, pour le moment. Donc, vous ne pensez pas, il le dit, de toute façon, les douanes sont la meilleure affaire, les frais de douane. Il n'y a rien à faire. Il veut une Amérique qui exporte beaucoup, mais qui importe peu. Fait que voilà. Pensez pas qu'il y a un vent d'optimiste. On peut ne pas chicaner, mais ne pas être d'accord. Les conservateurs qui remontent la pente, hein? Là, Poilievre, il va falloir que tu sortes tes noms. Là. Qui va être quoi?
Parce que ne faut pas oublier que Carney était mis au pouvoir. La seule raison qu'il était mis au pouvoir, c'est qu'on ne trustait pas Poilievre pour affronter Trump. On a dit c'est Carney qui peut affronter Trump. Là, on se rend bien compte qu'on a été berné. Ben, je n'ai pas été berné, je le savais. Vous le saviez, vous autres aussi. La plupart des gens le savaient. Mais on a eu peur de Poilievre et de son équipe. Donc, on est resté, bizarrement, on est resté conservateur en mettant les libéraux au pouvoir. Mais là, on va avoir un déficit monstre. Fait, on parle de 60, mais de plus en plus, c'est 100 milliards. Tu sais, 40 milliards de différence, c'est énorme, là. C'est ça qu'on va avoir. On va le savoir bientôt, là, dans 2 mois, 1 mois. Moins d'1 mois, le 4 novembre, on va le savoir. Qui va payer ce déficit-là? Comment on va le payer? Comment on va créer de la richesse pour le payer? Il faut qu'il coupe dans le gras de la fonction publique, donc il va créer du chômage, puis il n'y a pas un autre endroit où aller, ces gens-là. Il y a quelques endroits, là. Ah. Et il n'y a personne qui peut contrer Trump. That's it. Si tu veux gagner contre Trump, donne-y un. Donne-y du lait. Il va aimer ça. Sinon, ça ne vaut pas la peine. L'Alberta. Ah, Colin, je pense que si je n'avais pas d'entreprise, là, puis je n'aimais pas ma place ici, puis je n'aimais pas le Québec, là, j'irais déménager en Alberta. Il y a du dynamisme là-bas. Mais j'aime trop ça ici. Là. Pas question, là. Mais la gauche ici, le non à tout, non au développement de rien. Dans le même pays, on a une province qui pompe du gaz, qui en vend, qui est en train de développer le gaz naturel liquide. Et elle le dit, Danielle Smith, au Québec, développez votre gaz naturel liquide. Pourquoi qu'elle dit ça? Elle est tannée qu'on ait des paiements de péréquation. Parce qu'eux autres, ils vont bâtir, d'ici 5 ans, là, sont à la course d'attirer jusqu'à 100 milliards d'investissements pour des data centers. Ils vont en avoir, là. Ils vont être électrifiés avec quoi? Le gaz naturel liquide. Ici, voyez-vous, pensez-vous ici, un seul instant, un centre de données au Québec, là, avec une centrale de gaz naturel liquéfié pour générer de l'énergie. Est-ce que vous pensez, on a l'impression qu'on vit dans 2 mondes. C'est impossible qu'on voit ça au Québec. Mais les autres, l'Alberta ont compris. Du pétrole, la planète en a besoin, puis on va leur en donner, on va leur en vendre. Et des data centers, il n'y en a presque pas au Canada encore, on va leur en donner des data centers. On a du gaz, nous autres, là, on va les inviter ici. La Nouvelle-Écosse, ils risquent de faire ça aussi. On va se le faire passer sous le nez, là. Imaginez-vous, hein? Imaginez-vous, je ne sais pas moi, Shawinigan, un centre de données avec le gaz naturel liquéfié. Et la gauchiste et l'environnementaliste vont s'ouvrir les veines. On recule en arrière. On recule toujours en arrière, pas ça. Mais quand même, hein? Je ne sais pas comment je serais si je devais retourner me chercher un emploi. À 58 ans, je suis un vieux, très, très vieux. L'âgisme commence à 45 ans selon les derniers chiffres. À partir de 45 ans, les employeurs disent peut-être bon, pas bon. Le problème, c'est que les gens de 45 ans et plus sont absents 26 % du temps. C'est énorme. Santé pour les enfants, peut-être. La santé, pas mal plus pour la santé. Donc, à 58 ans, si je suis employé et je perds ma job, bonne chance de me trouver un job, là. À part d'aller remplacer Mike chez Rona, là. Mais Mike, il est bon. Moi, je ne suis pas bon en construction. Il y a de l'âgisme. C'est incroyable, hein? Incroyable. Et pourtant, j'avais une discussion hier sur Facebook avec quelqu'un qui me disait qu'on devrait arrêter le temps supplémentaire, passer 40 heures, de ne pas payer d'impôt. Je dis, ben oui, tu dois payer de l'impôt. C'est comme si ton salaire était là. On doit payer de l'impôt tout le temps, là. Tout le temps. Puis il dit, ouais, mais on est en pénurie de main-d'œuvre. Je dis, non, une mauvaise allocation des ressources. Quand on avait le centre d'appel, on en payait de l'overtime aussi. Parce que les clients nous demandaient, regarde, tu peux-tu faire de l'overtime, tu peux-tu mettre plus de gens, on a un problème. Bon, on répondait au service pour Bell, Fido, Rogers, Vidéotron, toute la gang, là. Quand ils nous demandaient ça, on le faisait. Mais notre challenge était de trouver des gens qui avaient juste fait 25 heures pour faire l'overtime, pas ceux qui avaient fait 40 heures. Ceux qui avaient fait 40 heures, eux autres étaient prêts à faire un autre 10 heures de plus. C'était payant.
Ceux qui font leurs 40 heures au complet veulent en faire 50, 60. Le problème pour les entreprises, c'est que c'est pas rentable. Tu dois trouver quelqu'un qui a fait 20 heures, puis l'emmener jusqu'à temps qu'il ne fasse pas d'overtime. Il faut que tu évites l'overtime. Mais normalement, c'est comme ça. Ceux qui s'absentent le plus veulent moins faire d'overtime. Peu importe les raisons. Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre en ce moment-là. On ne peut plus en parler, là, c'est terminé la pénurie de main-d'œuvre. On a 7 de chômage au Québec et on a 14,5 de chômage chez les 15-24 ans. Il n'y en a plus. Il y a des gens en masse. Est-ce que les gens veulent faire la job? Ça, c'est une autre affaire. Mais des gens, il y en a. C'est à eux après, là. Tu sais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est tellement gossant, le jingle qui n'arrive pas. Les chauffeurs Inc. Il y en a une couple qui viennent chez nous. Là, on parle tout le temps sur le bout des lèvres, hein, des gens provenant de l'Asie, tu sais, des gens qui proviennent du Pakistan, de l'Inde, Sri Lanka. C'est en Asie. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas reculer. C'est un fait. Les autres savent juste avancer. C'est triste, là, mais je suis obligé toujours de spécifier quand on reçoit des livraisons par l'Ontario et qu'il m'appelle pour prendre rendez-vous. Je lui dis tout le temps, est-ce qu'il est capable de reculer? C'est une question niaiseuse, mais ils ne sont pas capables. Maintenant, il y a des règles à respecter. Peu importe si tu es salarié, tu n'es pas bien payé, il y a beaucoup aussi de mauvaises informations. Je pense qu'il y en a des méchants cow-boys, mais tu dois respecter aussi le nombre d'heures. Ça, peu importe là, ton permis, comment tu l'as trouvé dans une boîte de Cracker Jack, tu as le nombre d'heures à respecter. Maintenant, s'ils ne le respectent pas, c'est de faire une réglementation. C'est pas parce qu'ils sont mal payés. Ça se peut qu'ils soient mal payés. Probablement. Mais il y a des gens qui disent hey, moi, j'ai peur de passer par la route 11 ou 17 à cause d'eux autres. Va aux États-Unis sur l'autoroute, puis fais tout pousser le cul par un trailer à 140. Tu vas voir, ça pousse, c'est assez épeurant aussi. Là. Prends la 50. Pas besoin d'avoir des gros camions. Là. Fais juste prendre la 50, elle est dangereuse. À un moment donné, il ne faut pas non plus dire que c'est toute la gang qui sont comme ça. Est-ce qu'il y en a une couple? Peut-être. Mais les chauffeurs québécois, là, on a une couple en prison aux États-Unis aussi. Là. Parce que c'est plus gros quand il y en a en ce moment. La mauvaise information des chauffeurs actuels, c'est de propager. Puis je ne dis pas que c'est ça, là. Mais il faut toujours prendre les bémols. Qui partage cette information-là? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours regarder de où qu'elle vient, cette nouvelle-là. Tout le temps. Hey, on a des éoliennes au Québec, on est fiers. Des belles grosses éoliennes qui montent dans le sol, dans le ciel. Ouais. C'est parce que plus que la moitié viennent de Chine, à glacier chinois. Est-ce que c'est mal? Tu n'es pas capable de faire le même prix ici, si on ferait de bord, puis la Chine est capable de faire un prix. C'est un poteau de métal. Qu'est-ce qu'on fait comme contribuable? Pourquoi la compagnie d'ici n'est pas capable de le faire? Quand là, il faut regarder. Est-ce qu'on a des syndicats qui ont étiré la couverte au maximum et les salaires payés sont dignes d'un dirigeant d'entreprise pour les soudeurs? Toujours regarder encore. C'est bien beau de dire ouais, mais on aurait pu le faire ici. Ben, peut-être pas. Comment ça se fait que l'entreprise ici n'est pas capable de concurrencer? Qu'est-ce qu'on veut en avoir pour notre argent? Oui. Même si c'est le gouvernement du Québec. On veut en avoir pour notre argent. Techniquement, ça n'a pas de sens qu'on achète des éoliennes en Chine. Mais techniquement, si on n'est pas capable d'en faire ici, pourquoi les faire ici? Si on veut payer plus cher, on va être les premiers à gueuler après qu'on a payé trop cher. Il faut comprendre pourquoi le prix est si élevé ici. Est-ce que ce sont toutes les règles, ce n'est pas les mêmes règles de sécurité là-bas? Peut-être. Mais on veut le meilleur prix.
Puis on s'entend, ça ne doit pas être 60 cents de différence. Là. Ça doit être plusieurs millions de dollars de différence. Là. Il y a une entreprise, puis moi, ça me fâche. Ça fait 2 fois que cette entreprise-là fait ça, à ma connaissance, le groupe Robin. Quand on a sorti notre sirop en canette, ils ont dit qu'ils étaient les premiers avec Martin Picard de le sortir. Ça faisait 1 an qu'on avait notre sirop en canette. Là, ils font du café infusé à froid dans des canettes. Ils disent encore qu'ils sont les premiers. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, nous autres aussi. J'ai pas le marketing. Puis j'appelle pas les journaux à chaque fois que j'ai une nouvelle. Là. Mais de courir à dire qu'on est les premiers, puis on est les premiers, puis on est les premiers. Oui, peut-être pour le café au lait, parce que ça prend un gros presto. Je vais pas essayer d'en acheter un. C'est pas fait. Mais ça prend un gros presto pour faire ça. Mais ça m'énerve tout le temps. Je suis le premier, je suis le premier, je suis le premier. S'en fout que tu sois le premier. Mais c'est pas vrai. T'sais, vérifie tes sources avant. Là. Le café, du sirop en canette, ça fait longtemps qu'on en a fait. Puis du café en canette, ça fait longtemps qu'on en fait. On a l'équipement pour ça. Et c'est pour ça que j'offre du café infusé à froid. J'aime ça. Puis j'ai l'équipement qui dort. Puis on ne l'utilise pas tous les jours pour le sirop d'érable. Il y a un autre débat entre Montréal, je ne sais même plus comment il s'appelle, Saraya Martinez et Rabouin. Le délai de construction était 541. Là, Rabouin, là, monsieur, je me replace le chandail, là. Rabouin, comment veux-tu qu'on te croie? Tu es dans l'administration plante en ce moment. C'est là, toi qui es en charge d'un paquet de dossiers. Comment tu vas faire pour réduire de 541 à 90? Pourquoi tu ne l'as pas fait quand Valérie Plante était là? Tu peux-tu juste nous dire, regarde, elle était mauvaise, j'ai travaillé pour elle parce que j'avais besoin d'une paye, mais là, je ne suis pas d'accord, puis je me dis ceci d'elle. À quel moment tu vas le faire si on veut avoir de la crédibilité? Sors tes couleurs un peu. Parce que si tu le réduis de 541 à 90, t'es un méchant incompétent qui nous a fait perdre du temps. Elle veut le réduire à 120 jours. Avant de donner des chiffres, là, ici, c'était 3 jours la réponse. Regarde-moi ici, vous voyez l'échelle, ceux qui peuvent le voir, là, peuvent voir un escalier en arrière. Quand j'ai rénové ici, j'ai arraché l'escalier qui était vraiment un escalier de cave, là, tout petit. Je l'ai arraché. Je n'avais pas de permis. Parce qu'à Outremont, tu n'as pas besoin de permis tout le temps si tu ne touches pas les murs. Fait que là, je touchais un mur. Il a arrêté le dossier, il a arrêté le chantier. J'ai fait faire ce qu'il fallait faire. Après 2 jours, je suis allé le porter. Ça a pris 3 mois avant qu'il me réponde. Pourquoi ils m'ont pris 3 mois? Ça aurait pu prendre 8 ans. Je suis obligé de me présenter dans un bureau et rester là. Jusqu'à temps qu'on me dise, regarde, c'est bon, j'ai payé 25$. J'ai eu mon permis. Quelque chose comme ça. C'était une niaiserie, là, 125$. Il était juste sa pile. Ça aurait pu se régler en 5 minutes. C'était un escalier. Un escalier qui n'était pas légal avant, selon les nouvelles normes, puis là, qui devenait légal, en plus. Je ne demandais pas de dérogation, je la rendais légale. Je suis obligé d'attendre là, puis de dire, tu vas me l'approuver, je suis ici. C'est peut-être 3 jours, c'est peut-être 4 jours. Un genre de choses comme ça, là, tu te présentes, quelqu'un l'approuve. C'est simple. Pourquoi niaiser? Tu as remis tous les documents qu'ils veulent avoir, tu l'approuves. Mettons une semaine. J'ai un driveway à refaire. Il faut que ça passe au CCU. Le même driveway. Le mur, il penche un peu. Je vais refaire la même chose. Il faut que je passe au conseil d'administration avec un ingénieur et un architecte pour voir. Parce que c'est plus qu'un mètre, un bout. Je refais la même affaire. C'est-tu du niaisage? Ben oui, c'est du niaisage. On n'a pas besoin de ça. J'appelle l'inspecteur. Il vient voir, prend des photos. OK, tu vas leur mettre pareil. Parfait. Il revient après. Il dit, ouais, OK, on est à 90% pareil. Bringo. C'est tout. Arrêtez de donner des chiffres que vous ne serez pas capable, mais Rabouin, comment qu'on peut te faire confiance? C'est toi qui es là depuis 7 ans, là. 8 ans. Une des dirigeantes de la CSN est allée dans une manifestation pour la Palestine, hein, pour libérer la Palestine. Toute la cause est noble. Ben, c'est bien parfait. On a le droit de manifester, puis on a le droit. Ben, pas de problème avec ça. Sauf qu'elle est allée en tant que représentant de la CSN et c'était marqué sur le site web que les 330 membres de la CSN l'approuvent. Et vous voyez après ça pourquoi que le gouvernement vient légiférer. Ça n'a peut-être pas coûté cher, là. Mais qu'est-ce que la CSN fait dans une manifestation pour libérer la Palestine? Pensez-vous que ça va se libérer dans les rues de Montréal, la Palestine? C'est noble. Tout ça, c'est bien correct, là. Il ne faut pas mettre ça en cause, il faut manifester. Mais c'est pas vrai.
qu'elle représentait les 330 membres. Puis elle disait qu'elle avait honte d'être au Québec. Ben, déménage, fille. Vas-y dans n'importe quel pays. C'est honte d'être au Québec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, tu représentes le syndicat. Tu n'as pas d'affaires là comme représentante. Comme citoyenne, tu as le droit. Comme représentante, c'est non. C'est pas le rôle du syndicat de faire ça. Un syndicat qui protège, qui prend vos cotisations syndicales pour vous protéger ici, vous donner des meilleures conditions de salaire et manifeste pour quelque chose qui se passe ailleurs. La cause est noble. Là. Peu importe la cause qu'on va choisir, tout ça, c'est noble. Mais c'est pas ici. C'est pas pour les travailleurs. Certainement pas aucune excuse. Je vous créerai pas. Hey, mon ami, j'ai un blanc. Un peu, par respect. On va retrouver. Je suis tellement débordé. J'ai un blanc. Jimmy, salut Jimmy. J'avais un petit blanc, excuse-moi. Mon ami Jimmy m'a envoyé ça. Regardez ça. J'en ai parlé il y a quelques jours. L'augmentation des maisons de 2005 à 2025. Montréal est au deuxième rang des villes en Amérique du Nord. Une augmentation de 160 177 Il y a juste Vancouver qui est en avant. On est en avant de Toronto. Imaginez-vous. On devrait être fiers. Ben oui, on est fiers. Tu achètes une maison, c'est un placement, une augmentation garantie presque. C'est le fun. Mais est-ce que c'est la version de Valérie Plante? Pendant son règne, les prix des maisons ont augmenté. De beaucoup. Elle a créé une rareté en ne donnant pas des permis, en voulant mettre des bâtons dans les roues à la construction. C'est le fun pour les propriétaires. C'est le fun de voir que Montréal a du dynamisme, puis les gens veulent habiter, puis il y a une rareté. Ça augmente le prix de nos maisons. Mais c'est une gauchiste, Valérie Plante, qui ne voulait pas avoir une ville de riches. Qui peut venir habiter Montréal maintenant? Les familles ne peuvent pas. Elle a sacré dehors les familles. Vous voyez quand on essaye de jouer au smart avec l'économie, là, et tu ne comprends pas le jeu de l'offre et de la demande. Vous voyez ce que ça donne? Les quartiers immobiliers sont contents, là, bien évidemment. Là. Tout le monde est content, sauf ceux qui veulent acheter une maison à Montréal. Ceux qui en ont une, à part d'augmenter le compte de taxes. Le compte de taxes a augmenté pendant ce temps-là, de beaucoup. C'est ça qu'on veut? Moi, pas de problème. Mais soyons clairs, Montréal, ville d'élitisme, ville de riches, puis bingo. Arrêtons de faire des travaux, des pieds et des mains pour attirer les familles. Les familles ne viendront pas ici, là. Fait que je trouve pourquoi que le timing n'est pas bon. Ça me tape ses nerfs. En finance, les amis, en finance, l'or est à 4000 quelque chose. Hein? Est-ce qu'elle va revenir en arrière un jour ou c'est pas mal ça? Qui est ça? L'or est à 4054. Est-ce qu'il y a beaucoup de spéculation ou on a peur? Hein? C'est une valeur refuge. C'était supposé être le rôle du Bitcoin. Le Bitcoin monte aussi, là. Mais c'était supposé être le rôle du Bitcoin, la valeur refuge. Et si on regarde le Bitcoin. Bon, il y a du rouge dans mes cochonneries. Bitcoin est à 123 000. Lui, il se maintient. Il monte, il se maintient. C'est pas un bout, là. Normalement, quand ça se maintient comme ça, n'importe quel titre, ça finit par monter. C'est pas mal la norme quand ça fait ça. Mais c'était supposé être elle, la valeur refuge. Elle l'est, mais pas comme le Bitcoin. Hein? Je vais vous parler de la Maison Lavande. Sur un live TikTok, les gens m'ont fait remarquer que les deux sœurs, je pense que c'est Fleuron, quittent l'entreprise après 13 ans. Et ça l'amène, on ne sait pas trop la raison, mais on comprend qu'une chicane de famille avec les parents. Quelle tristesse, hein? Et ça l'amène aussi la passation des pouvoirs dans une entreprise. Le reprenariat. Est-ce que c'est sain que pendant aussi longtemps, ils travaillent ensemble? Moi, si Mathieu prend le relais à un moment donné, là, c'est pas fait. Là. Si un jour il veut, s'il ne veut pas, je m'en fous, mais quand il va être prêt, à temps plein, puis il va gérer, je me retire.
Il y a souvent des chicanes de famille parce qu'à un moment donné, hein, tu veux t'épanouir, tu as des idées, tu veux les amener en place. Le père peut décider, lui, que ça ne tente pas d'aller comme ça. Et ça fait des conflits. Les gens veulent aller dans une direction, les autres veulent aller dans l'autre. À un moment donné, ça prend juste une tête dirigeante. Dans n'importe quoi. Puis là, on vient de le voir. On ne sait pas trop c'est quoi. On comprend qu'une chicane de famille assez sérieuse pour qu'il quitte l'entreprise. C'est quand même quelque chose, c'est pas une petite entreprise, la maison Lavande. Là. Mais c'est ça. Hein? Travailler en famille, ça peut être beau, ça peut être compliqué. Mais là, c'était la face de l'entreprise. Quand même, hein? Donc, ben, ça arrive. Il y a toutes sortes de façons de terminer une entreprise, même si c'est familial. Hein? Il y en a qui vont la vendre à un étranger. Il y en a qui vont la vendre à leurs enfants. Il y en a qui vont travailler avec leurs enfants. Il y en a qui vont la vendre directement aux enfants, puis ça crée leur camp. Ils vont juste venir aider une fois de temps en temps. Ils n'ont plus un mot à dire sur la gestion. Mais vu de l'extérieur, vite fait, on peut comprendre qu'il y avait trop de gestionnaires là-dedans. Là. Mais ça, d'après moi, ça ne doit plus se parler trop au party de Noël. D'après moi, à Noël, ils n'ont pas besoin de grosses dindes. Là. Quand tu exposes sur les réseaux sociaux qu'il y a un problème familial, tu dois quitter. C'est que c'est sérieux, là. Très sérieux. Je suis un peu tanné de toujours parler de l'intelligence artificielle, mais il n'y a que ça dans les nouvelles. Il n'y a que ça. Là, NVIDIA veut se rapprocher de Elon Musk. Elon Musk a besoin des puces pour XAI, donc Grok. Donc, NVIDIA veut en vendre. Ben, ça monte $1,71. Hein? d'1,72 %, pardon. On est à 188 piastres, NVIDIA. Donc, Tesla vend des autos moins chères. Ça monte encore. 435, ça avait baissé. Meta, encore, c'est toujours le Magnificent Seven qui ramasse tout le lot des nouvelles potentielles. Et sincèrement, ça devient... J'ai hâte de parler d'autre chose, mais moi, je suis obligé de prendre ce qui est dans les journaux. C'est toujours la même gang dans laquelle on parle. NVIDIA qui veut se rapprocher de Musk. Intel qui avait monté beaucoup, que le gouvernement investit dedans. Là, les analystes disent, ouais, mais là, ils n'ont pas les produits pour suivre cette croissance-là. Donc, la croissance devrait être au ralenti. Intel, ça a trop monté. On parle de Broadcom, on parle d'Oracle. Maintenant, on amène tout ça, puis est-ce qu'on est dans une bulle? C'est la question. Goldman Sachs s'est posé la question, puis a dit, OK, est-ce que la hausse des valorisations, elle est là? Oui. Est-ce qu'il y a une concentration des actifs? Oui. Est-ce qu'on a une capitalisation record? Oui. Donc, 3 indices potentiels, hausse de valorisation, concentration des actifs et du marché et capitalisation record. On le voit, ils sont tous ensemble. OpenAI qui n'est pas dans le marché, mais qui influence beaucoup. Grok qui n'est pas dans le marché, qui est dans l'entremise de X. Donc, pas dans l'entremise, dans la petite sœur, le petit enfant de Twitter, dans le fond. Et tout ça mis ensemble fait que, techniquement, on est dans une bulle. Sauf que l'endettement de ces entreprises-là dans le Magnificent Seven n'est pas élevé. Ils ont du cash. Et c'est là la grande différence par rapport aux autres bulles. Si on empruntait, si on faisait un appel à l'action, mettons Microsoft, pour continuer à investir dans l'intelligence artificielle, il faudrait qu'ils émettent de nouvelles actions. Là, ce serait dangereux. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Est-ce qu'on est fragile? Ah oui, on est fragile. Est-ce qu'on est à la merci? Ah ben oui. Mais il n'y a pas trop de financement en ce moment. Et c'est ce qui diffère de 1990, de l'an 2000 et de 2007, l'endettement. Ils ont des piles de cash, un peu comme Berkshire, qui a combien? Là, 135 milliards de cash. NVIDIA, l'argent, il pisse par les oreilles, fait qu'il l'achète un peu partout. Il achète de tout. Il y a trop d'argent. Mais il va y avoir des gagnants et des perdants, là. C'est impossible que Claude, Meta, Grok, ChatGPT, sûrement Gemini, c'est impossible que toute cette gang-là gagne. Et peut-être qu'ils vont tous gagner, mais c'est peut-être un autre qui va arriver. Puis il y en a qui vont tomber, là. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu le monétises. À la fin de tout ça, il faut que tu monétises.
Sora qui vient d'arriver de ChatGPT, comment ils vont se monétiser? En créant un nouveau réseau, est-ce qu'il va y avoir des pubs? Est-ce que ça va devenir un nouveau réseau social aussi fort que les autres? C'est peut-être parti pour ça. Mais regardez, Threads de Meta, quand il est sorti, tout le monde était dessus rapidement pour se rendre compte finalement ça ne donnait rien. Il n'y a pas d'engagement, c'est plate. À suivre. Et on va aller retourner voir deux affaires sur TradingView. Je veux regarder Coca-Cola que j'ai, donc je le suis à tous les jours, donc je suis les nouvelles. Coca-Cola qui annonce des petites canettes de 222 millilitres. Pourquoi? Pour augmenter que les gens veulent peut-être boire des plus petites canettes. Et c'est dans la même optique que j'ai fait mes canettes de café plus petites. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'en caler un gros café alors que tu peux avoir tout ce que tu veux dans une petite canette. La même chose avec les sirops d'érable. Donc, Coca-Cola s'en vient aussi là-dedans. Ils en avaient déjà, mais là, ils vont en avoir partout. Des petites canettes pour remplacer les grosses canettes qui se vendent au haut de 2 piastres. Donc, ils vont être capables de le vendre 1,29. Donc, techniquement, c'est une bonne nouvelle pour générer des ventes augmentées. Mais regardez ce que ça fait sur l'action. Ça descend. Si on regarde sur un mois, c'est parti de 68 à 66 et encore aujourd'hui, ça descend. Mais si on regarde sur 5 ans, ben regardez, techniquement, là, vous allez me dire, regarde, je fais pas morale, là, mais techniquement, je suis de retour en juin 2024 avec l'action. Donc, point de vue valo, sauf que je réinvestis mes dividendes. Je ne touche pas à mes dividendes avec Coca-Cola, donc quand il est bas, j'en achète plus. Je reçois toujours le même dividende. Puis il est toujours en augmentation de toute façon, donc j'achète plus d'actions à chaque fois en le réinvestissant. Donc, ça ne me dérange pas que le prix soit bas. Je veux juste pas avoir une tendance baissière, là. Mais c'est comme ça, là. On ne peut pas toujours le savoir. L'autre chose qui est important, que je trouve le fun à regarder, Intel était là, c'était soybean. Ben, c'était les récoltes. Et le soya, bon, regardez ça, vous pouvez investir dans un fonds qui est Soy B et qui monitore le prix du soya. Et là, il est assez stable. Le prix du soya qui diminue. Mais non, c'est pas vrai. Il a diminué puis il se maintient. Le problème, c'est que les producteurs américains ne peuvent pas exporter du soya en Chine. Ils doivent se trouver des nouveaux débouchés. Un peu comme nous autres, on ne peut pas exporter notre canola. Et qui est en train de gagner, qui est mort de rire en ce moment, c'est l'Australie. L'Australie est en train de développer et le canola, et le soya, et le maïs. C'est débile. Ils sont tous en train de gagner ces parts de marché-là qu'on avait ici en Amérique du Nord parce qu'on s'obstine avec la Chine. Pour sauver ça, ici, Mark Carney va verser à peu près 2 milliards aux producteurs de canola. Aux États-Unis, pour les soya, c'est plus gros, c'est 14 milliards qu'il va verser. Mais verser pourquoi? Pour le garder en entrepôt? Garder dans des silos? À un moment donné, ils vont le relâcher, ils vont trouver des nouveaux marchés où il y en a qui vont faire faillite. Tu ne peux pas maintenir ça à chaque année pour laisser des producteurs produire, pour les mettre dans les silos puis leur sauver le cul parce qu'on n'a pas voulu qu'ils rentrent des autos chinoises ici. Ça fait pas de sens. C'est à court terme, ça. Mais pendant ce temps-là, il est dans des silos. À un moment donné, le prix va tomber drastiquement. Combien de temps qu'on les aide alors que juste dire, appeler la chaîne, dire, regarde, on laisse tomber. Un seul coup de fil sauverait des milliards de part et d'autre. Ce qui se passe aux États-Unis, on s'en fout, c'est leur problème. Mais ici, c'est le nôtre. Eh bien, voulez-vous être riche? On veut tous être riches. Bien, selon le salaire moyen, hein, pour être wealthy, là, pas pour avoir une retraite sur le bord des fesses, là, pour être wealthy, ça prend 58 ans. Il y a 12 ans, ça prenait 34 ans pour être riche. Maintenant, avec le prix des maisons, qui coûtent de plus en plus cher, les hypothèques qui sont plus longues, ben ça prend 52 ans pour être riche. Donc, il faut que tu commences à 18 ans à trouver des moyens de te mettre de l'argent de côté si tu veux être wealthy à 70. Donc, très riche à 70 ans. Peut-être que tu ne fais même pas partie des 1% non plus. J'ai dit hier, les 1%, c'est 13 millions. L'impact du coût des maisons a ça aussi. Hein? La maison s'en va là, mais tu ne peux pas la récupérer puis tu as une hypothèque. Donc, voilà. Est-ce que vous vous entraînez? C'est tough s'entraîner. C'est tough. Trouver du temps pour s'entraîner.
Mais une nouvelle étude qui montre des exercices snacks. Au lieu de t'entraîner pendant 1 heure, tu peux faire 2 fois 5 minutes par jour. Petit entraînement. Push-up, set-up. 5 minutes. 2 fois par jour. Ça améliore en moyenne la santé cardiovasculaire de 10%. Juste se lever de nos fesses puis bouger, faire des push-ups, des set-ups, des air squats, n'importe quoi. C'est pas beaucoup, là, 2 fois 5 minutes. Pour améliorer notre cardio. J'ai appris ça aujourd'hui. Là. Check, bon, ben allez, vas-tu le prendre quand j'aurai pas le temps? Ben, je m'entraîne à tous les jours, mais pas tout le temps dans le gym maintenant. Et en terminant, je vous amène au 9 octobre 1972. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 octobre 1972? Le coût des bénéfices sociaux atteint 29% de la masse salariale. Je me suis dit, c'est-tu beaucoup ou pas assez? J'ai été voir aujourd'hui. Selon les chiffres, aujourd'hui, c'est 16%. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une si grosse différence? En 1972, la plupart des entreprises avaient plus de 100 employés. Beaucoup de manufacturiers, là. Et c'était commun d'avoir des fonds de pension. Donc, les marges étaient là, il y avait moins de compétition. Et la masse salariale, il fallait que tu cotises au fonds de pension de ton employé. Ce qui est plus possible aujourd'hui. Avec la compétition mondiale, il faut tenir nos prix le plus bas, puis on n'a pas de fonds de pension. Il y en a encore qui en ont, mais surtout que les entreprises ont diminué. La proportion des entreprises qui ont moins de 100 employés, c'est 85% des employés, alors que c'était, à part les dépanneurs, dans le temps, c'était presque nul. C'est tout le temps des gros employeurs. Vous voyez comment ça a changé? Maintenant, c'est 16%. On n'est pas plus riche, pensez-vous pas qu'on est plus riche? Les prix ont diminué, globalement. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Bien, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye, bonne journée.